la question sur les binationaux. C'est une question on va revenir sur cette qui va évoluer. C'est autour de ces éléments, donc monsieur le porte-parole de la coalition pour la Nouvelle République insiste, mais je dis bien, les éléments de fond n'ont pas été abordés. L'élément de fond dans toute constitution, c'est le fait que le peuple soit consacré comme étant souverain. C'est-à-dire, quelles que soient les initiatives qui peuvent être prises au sein d'un État ou dans une nation, c'est la volonté du peuple qui implémente et qui oriente les grands changements. Or, en ce qui concerne la Constitution qui est en cours d'examen et qui sera soumise aux populations gabonaises, le préambule est assez clair. À ce qui me semble, en tant qu'acteur politique également, je veux moi considérer ces éléments de fond. Le reste étant, j'ai souvent eu l'habitude de le dire, étant l'appréciation de ceux qui pourront avoir une autre majorité parlementaire et revenir au peuple pour leur dire tel et tel autre aspect de texte ne nous semble pas convenable par rapport au niveau d'évolution de notre société ou par rapport aux objectifs de développement qui sont les nôtres. Donc, on va revoir. Pour moi, l'essentiel, c'est ça. Et le président... Vous parlez d'essentiel, vous faites allusion au préambule de la Constitution, le fameux bloc de constitutionnalité dont faisait allusion mardi dernier Marlène, Fabienne Essola et Foutam. Ghislain Guise, est-ce que aujourd'hui, en rapport justement avec ce projet de constitution actuellement à l'examen à l'Assemblée constituante, pour ce qui est du point relatif à la mise en place d'un nouveau régime politique en République gabonaise, comment vous réagissez déjà? Et d'ailleurs, quel est le point de vue que vous avez après la sortie de la CNR sur cette question? Parce que Vincent Molengi Bokosso a rappelé qu'il était plus facile peut-être que de simplement reproduire la Constitution de 1991 qui avait fait l'unanimité au regard justement de la qualité de ses dispositions. D'accord. Je pense qu'il y a d'abord lieu de situer la coalition pour la Nouvelle République, là où elle se retrouve dans son ensemble. Je pense que nous ne pouvons pas la dissocier de M. Jean Ping. Il n'y a pas de volte-face à faire à ce niveau. Cette coalition a pour leader Jean Ping. Elle avait été mise sur pied par rapport à la candidature de M. Jean Ping depuis 2016. Et jusque-là, c'est son ombre qui continue de planer. Je peux me permettre de m'avancer en disant que quand cette coalition, par la voix de son porte-parole, s'exprime dans le cas d'espèce, M. Jean Ping a forcément été consulté et je pense que son OK a été donné sur un ensemble de choses qui ont été abordées dans cette déclaration. Alors, je pense que M. Nkoulou n'a certainement pas lu, n'a certainement pas écouté la déclaration de la coalition pour la Nouvelle République. Parce qu'effectivement, à l'entame, ils abordent la question de la souveraineté du peuple. Et ils ont d'ailleurs fait une proposition en parlant du point 1 qui doit monter au point 2, qui doit descendre au point 2 et vice-versa. C'est pour dire qu'au centre, il est question de mettre le peuple gabonais qui doit être souverain et qui accorde la légitimité à toute instance républicaine. Voilà le fait. Concernant les points d'achoppement qui sont abordés dans cette nouvelle constitution qui nous sera proposée très bientôt, je pense que jusque-là, moi je continue de parler au conditionnel parce qu'elle ne nous est pas encore présentée officiellement. Si elle se présente de la façon dont elle a fuité dans les réseaux sociaux, nous avons au départ la responsabilité de dire à la population gabonaise, comme je l'avais déjà dit, que la constitution gabonaise n'est pas reliée au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut déjà qu'on arrive à faire cette différence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, qui me revendique clairement soutien de Brice Clotaire Oligui Nguema, je fais la différence entre la constitution qui nous sera présentée et le président. Parce que nous irons au référendum qui n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. S'agissant de la fonction présidentielle qui doit être clairement nettoyée. Parce que nous savons que les problèmes que nous avons... Nettoyée à quel niveau? Je vais en arriver. Les problèmes que nous avons souvent eus dans notre pays, pendant les différentes élections, tournent toujours autour de la fonction présidentielle. Le reste n'est que secondaire. Nous avons eu dans notre pays des présidents qui ont été des hyper-présidents, qui cumulent un ensemble de pouvoirs.
des présidents qui n'ont pas la possibilité de répondre, ou qui n'ont pas, je ne dirais pas le pouvoir, mais la volonté même de répondre par rapport aux différentes responsabilités. Nous avons même eu dans ce pays un président ou des présidents qui sont exemptés de toute poursuite. Et c'était dans les textes par rapport à tout ce qu'ils auraient posé comme action négative durant leur magistère. Donc il est question aujourd'hui qu'après ce que nous avons eu, ce que nous avons subi le 30 août dernier, qu'un travail de fond soit fait. On parle de la séparation de pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Il y a encore des zones d'ombre à ce niveau. Il y a des zones d'ombre à ce niveau. Quand on arrive au niveau de la sélection par rapport aux éléments de critères, on peut donner le pouvoir dans la constitution qui nous sera proposée. On peut facilement donner le pouvoir à un enfant, je me permets de le dire, de 35 ans, et pas à un adulte de 70 ans qui a accumulé une certaine expérience de la vie. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui doivent être étudiés dans la prochaine constitution. Vivement qu'un travail de fond soit fait, pas par la constitution aujourd'hui, qui n'est que consultative. Jean-Christian Combila, alors l'actualité en rapport avec l'examen de ce projet de constitution est très dense. Évidemment, les réactions sont nombreuses dans tous les canaux de communication qui existent au Gabon. Cette sortie de la CNR est dans l'air du temps, on va le dire ainsi. Est-ce que vous partagez ce point de vue de la CNR qui estime qu'en ce qui concerne les dispositions dans le projet de constitution en rapport avec le nouveau régime politique en République gabonaise, que ce régime politique-là ne garantirait pas l'indépendance des différents pouvoirs, qu'il y aurait une forme d'hyper-présidentialisation du régime? Pour ma part, je fais un distinguo net entre la coalition pour la Nouvelle République, du moins les personnalités qui se sont affichées devant le pupitre en faisant cette déclaration, et la personnalité de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, M. Jean Ping. Je fais un net distinguo entre ceux-là qui se sont exprimés et sa personnalité, parce que j'ai eu, en tant que journaliste, à côtoyer la coalition pour la Nouvelle République, et je sais que c'est une structure et qui a une famille politique et qui a connu beaucoup de soubresauts en interne, des personnalités charismatiques de cette coalition ont fini par tomber en rupture de conception, n'est-ce pas, de l'action politique avec les autres. Et donc, c'est une coalition qui a perdu de son rayonnement de 2016. Mais cela dit, les critiques qui sont formulées contre le régime et même la mention faite à l'hyper-présidentialisation, M. Vincent Moulengi Bukoso, c'est un ancien ministre du président Omar Bongo Ondimba, et à cette époque-là déjà, si on observait la pratique politique avec tout le charisme que le président Bongo avait, tout le monde et les observateurs s'accordent à dire que le président Bongo était le seul maître du Gabon en ce temps-là, et donc le régime politique déjà, il était hyper présidentialiste. Et aujourd'hui, le projet de constitution qui est soumis à l'analyse de la constituante postule l'avènement d'un régime présidentiel. Mais avec ceci de particulier que beaucoup de critiques ne veulent pas relever, c'est que dans un régime présidentiel classique, n'est-ce pas, le texte constitutionnel ne donne pas d'existence juridique au gouvernement. C'est le cas aux États-Unis. Lorsque l'on lit la Constitution américaine, il n'y a pas d'existence du gouvernement et les ministres ne sont que des membres du cabinet présidentiel. Et dans notre pays, l'histoire politique enseigne que dans une perspective, n'est-ce pas, participative à l'exercice du pouvoir, le président de la République a souvent eu à nommer le vice-président de la République. C'est devenu une pratique politique et même une marque de fabrique, n'est-ce pas, du consensus républicain gabonais. Et les constituants qui vivent dans notre pays et qui sont
conscients de notre histoire savent que la culture politique de notre pays a cette tendance présidentialiste. Mais dans un souci de partage du pouvoir, les constituants ont préconisé, là aussi, que le président de la République puisse nommer le vice-président. Et à côté de lui, ils ont envisagé l'existence d'un vice-président du gouvernement. Ce que je relève ici, permettez que je le dise s'il vous plaît, ce que je relève ici, c'est que, à la différence des régimes présidentiels classiques qui ne donnent pas d'existence juridique au gouvernement, dans le régime présidentiel proposé par les constituants gabonais, il y a une place qui est donnée au gouvernement, tout en sachant que le seul chef de l'exécutif est le président de la République. Est-ce que le fait que le président de la République et le vice-président soient élus sur un même ticket pourrait constituer une forme de pierre d'achoppement dans la conduite des affaires de l'État, dans l'architecture institutionnelle? Vous avez fait mention tout à l'heure des États-Unis. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Le président de la République est élu sur le même ticket, ou le vice-président est élu sur le même ticket que le président de la République. Monsieur Pambo, nous sommes... En 1967, lorsqu'Omar Bongo Ondimba succède à Léomba, le président Léomba est en campagne, Albert Bernard Bongo est sur le même ticket que le président de la République. Monsieur Pambo, nous sommes des Gabonais et nous vivons dans ce pays, nous connaissons la mentalité politique dans notre pays. Imaginons un seul instant que le président candidat, n'est-ce pas, à la magistrature suprême, venait à choisir pour vice-président de la République quelqu'un de son village ou de sa province. Je suis sûr et certain que des voix se lèveraient pour dire que si le président est un Fandoyem, il n'a pas à choisir pour colistier un Fandoyem ou de Bitam. Et donc, on voudrait là assujettir sa liberté de choix pour penser qu'il devrait donc aller choisir, pourquoi pas, un Apinji de Moabi ou un Apinji de Kulamutu. Vous voyez bien que même sur cette question-là, dès lors qu'on irait vers cette perspective-là, des voix s'élèveraient pour dire que non, ce n'est pas celui-là qu'il devait choisir comme colistier, il doit me choisir moi, ainsi de suite. Et à ce niveau-là, le consensus ne saurait vraiment être la chose la mieux partagée par les acteurs politiques. Pascal Kounou, en quoi est-ce que la nomination d'un vice-président par le président de la République pourrait constituer un frein dans la bonne conduite des affaires de l'État? Écoutez, moi, c'est justement la question qu'il faut poser à ceux qui voient dans la nomination du vice-président un facteur bloquant. Premièrement, sur le plan de l'expression politique, ce n'est pas le chef de l'État qui détermine la nature du discours politique de ceux qui se mettront en face de lui comme adversaires. Sur le plan des conceptions des politiques publiques, je crois que chaque citoyen est libre de se présenter devant les Gabonais avec une offre publique conséquente. Et je crois également que chaque responsable au sommet élu au niveau de la nation est libre de repenser le format organisationnel avec lequel il va diriger le pays. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé que ce sont des éléments subsidiaires. C'est vrai que ça peut ouvrir le débat. On peut, sur le plan intellectuel, faire l'inventaire de ce qui se fait aux États-Unis, de ce qui se fait dans tel autre pays. Et puis ensuite, pourquoi pas, est-ce qu'on n'aurait pas, nous, à imaginer un système. Je ne dis pas que ce qui est proposé soit cohérent. Évidemment, il y a quelques éléments à cause de l'habitude. Mais si on avait interrogé nos propres valeurs culturelles, si on avait interrogé les régimes anciens sur la façon dont ils ont fonctionné, je suis sûr et certain, et ce débat est déjà effectif chez les panafricanistes qui disent que nous n'avons pas de façon servile à copier ce qui s'est fait en Occident. La preuve, c'est que 60 ans après, ça ne nous a pas réussi parce que nous avons une culture qui est une culture d'abord du dialogue, qui est une culture de partage, qui est une culture de l'acceptation de l'inclusion. Or, le principe de la démocratie, c'est le principe de la majorité qui fait selon ce qu'elle a déterminé. Or, nous ne sommes pas sur ce plan-là. Et ensuite, quand on en vient parler en parenthèse des super pouvoirs du chef de l'État, je ne les vois pas. Le fait de nommer un vice-président de la République, de nommer un vice-président du gouvernement, enfin, dans le cadre classique, le président nommait toujours le vice-président de la République, il nommait toujours le premier ministre, ça ne faisait pas de lui un homme autoritaire, un homme au super pouvoir. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, si cette formule est adoptée, c'est que le président répond directement de l'action du gouvernement. Alors que la plupart du temps, si je me rappelle bien,
Ce qu'on a décrit dans ce pays, c'est qu'on pensait que le Premier ministre était un fusible inutile. Parce que dans la conception de cette fonction, c'est-à-dire qu'il faut préserver le président de tous les dérapages possibles et avoir quelqu'un qui, en parenthèse, se brûlerait les mains à sa place. Et on a vu que cette politique n'était pas du tout efficace. En France, M. Sarkozy et M. Chirac ont justement survolé cette attitude et on les a accusés d'être des super présidents. Justement, restons sur cet exemple-là qui me paraît être pertinent et je vais poser la question à Ghislain Guizet. On a vu évidemment que les tensions ont souvent été vives en France lorsqu'on était en pleine cohabitation, et ça c'est normal, entre la droite et la gauche, mais on a également vu, et là l'exemple de Pascal Coulet est très pertinent, que même au sein de la famille de la droite, au sein du RPR avant qu'il ne se mue en UMP, créé par Nicolas Sarkozy, on a bien vu que Jacques Chirac, dans ces dernières années, a eu maille à partir avec des premiers ministres qui étaient de son bord politique. Donc ce n'est pas toujours une garantie. Non, ce n'est pas toujours une garantie, et moi je pense que la source du problème part de chez nous. Elle part même de notre exécutif. Si vous écoutez les membres du gouvernement qui s'expriment sur la question de la nouvelle constitution qui nous sera proposée, ces derniers prennent toujours pour exemple les États-Unis. Nous l'écoutons régulièrement. Alors si nous savons que nous avons envie d'inventer un système qui nous rendra original, qui nous donnera une certaine identité dans son entièreté, pourquoi prendre toujours exemple sur un système qui existe pour se déjuger par la suite quand il s'agit de justifier des éléments que la population trouve inadéquats? Il y a un aspect. Si nous parlons des États-Unis, nous savons pertinemment que c'est un régime présidentiel. On ne peut pas prendre l'exemple sur les États-Unis et dire que le président en République gabonaise va nommer le premier ministre, va nommer le vice-président, autant pour moi. Puisque aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Il y a 3 modèles de gouvernance qui existent dans le monde entier. Le système présidentiel, parlementaire et semi-présidentiel. Nous le savons. Si nous prenons exemple... Dans le régime démocratique. Ce sont des régimes démocratiques. Cela ne veut pas dire que nous avons déjà expérimenté un quelconque régime chez nous. Nous ne les avons jamais expérimentés. Nous savons que nous sortons de très loin et l'état du pays le démontre aujourd'hui. Si nous nous retrouvons en train de donner une nouvelle identité à notre pays, dont la nouvelle constitution, il est question de faire un toilettage minutieux. Et le toilettage doit partir de la source des problèmes. Il faut déjà qu'on arrive à identifier la source du problème. La source du problème part de l'élection du président de la République, ça part des pouvoirs que les précédents présidents de la République ont souvent eu, et à partir de là, on aura la possibilité de faire un travail minutieux. Il n'est pas question ici de parler pour plaire. Il est question de parler pour le Gabon. Parce que ce Gabon, nous devons le léguer à nos enfants. Nous devons le léguer à nos progénitures. Le président Oligui n'a pas besoin, parce que je sais, excusez-moi de brosser un fait sur cet aspect, il y a des gens qui pensent qu'ils ont la possibilité de lui présenter un certain nombre de choses pour lui faire accepter parce qu'il n'est pas politique. Non, il n'en a véritablement pas besoin. Parce que la population gabonaise a déjà porté le président Oligui à un certain niveau. Donc, il est question pour lui aujourd'hui de laisser une empreinte véritablement démocratique de par la sortie de cette prochaine constitution. Le problème, monsieur Pambou, pour chuter, le problème aujourd'hui, selon moi, n'est pas que le oui l'emporte sur le non. Le problème aujourd'hui, c'est le oui l'emportera à quel pourcentage? D'accord. Jean-Christian Kobila, alors ce régime politique qui fait couler encre et salive depuis quelques semaines maintenant dans notre pays, pour revenir à la déclaration de la CNR qui estime qu'il n'y a véritablement pas de césure, de fracture entre les 3 pouvoirs que sont le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, que ces 3 pouvoirs-là seraient assujettis au président de la République. Est-ce vraiment la mouture qui est actuellement en examen de la Constitution à l'Assemblée constituante? De mon point de vue, le penser serait faire injure, n'est-ce pas, à l'intelligentsia gabonaise qui s'est penchée, n'est-ce pas, sur la rédaction du projet
du texte constitutionnel. Il faut avoir présent à l'esprit que le projet du texte constitutionnel tire son fondement, n'est-ce pas, sur la base des propositions de l'ensemble des Gabonais qui ont fait parvenir leurs propositions au ministère de la Réforme des institutions. Ces propositions sont venues, encore une fois, de toutes les forces vives de la nation gabonaise et de la diaspora. Ça, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et le texte est ensuite passé au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a fait sa part de travail. Le texte est aujourd'hui à l'Assemblée constituante et qui l'analyse dans le fond. Et ce que je relève à ce stade, c'est que, et c'est tout le mérite du Comité pour la transition et la restauration des institutions et même du gouvernement, c'est que à ce jour, l'exécutif de la transition ne s'est pas prononcé sur ce texte constitutionnel, sur ce projet de texte constitutionnel. Et il y a une véritable volonté, n'est-ce pas, d'activer les mécanismes démocratiques même en transition. J'ai pu suivre des séquences à la télévision nationale où des enseignants d'université notoirement reconnus comme des publicistes ont été auditionnés, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée constituante, n'est-ce pas, pour partager leurs connaissances et leurs sciences en matière de droit constitutionnel. Ce qu'il ressort de ces auditions, parce que j'ai pu échanger avec quelques enseignants de la faculté de droit et de sciences économiques qui s'y sont exprimés, c'est qu'il n'y a pas de modèle politique propre à tous les pays. Et que en 2024, les constituants gabonais peuvent légitimement, n'est-ce pas, concevoir un modèle de régime politique qui tire à la fois sa source dans la pratique auprès du régime présidentiel et même auprès du régime semi-parlementaire, mais tout en l'adaptant, n'est-ce pas, à notre anthropologie politique. Ce que je relève concernant la critique formulée par la Coalition pour la Nouvelle République, c'est que cette critique ne vient pas tardivement, mais je l'aurais trouvée globalement plus pertinente si elle avait été exprimée au moment où le Comité national constitutionnel était en travail ou en travaux. Donc, le chronogramme de la transition avait clairement indiqué que, à ce stade-là, le Comité national constitutionnel serait mis en place et produirait, n'est-ce pas, un projet de texte constitutionnel sur la base des propositions venues de l'ensemble de nos compatriotes. Et à ce moment-là, la Coalition pour la Nouvelle République aurait pu faire acte de présence plus utile, n'est-ce pas, en faisant des propositions, n'est-ce pas, que j'aurais trouvé là peut-être plus efficaces, mais en les faisant aujourd'hui sur la place publique telle qu'elle le fait, elles ont le mérite d'être faites, mais faisons confiance encore une fois aux parlementaires de la transition qui examinent le texte et qui en même temps reçoivent des propositions de la part des acteurs du monde universitaire et de la science. Pascal Nkoulou, est-ce que ça veut dire que le débat sur le dépouillement ou le fait qu'on ait trituré pendant plusieurs années, semble-t-il depuis 1991, la Constitution de 1991 qui est souvent prise en référence par les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition qui estiment que c'était la meilleure Constitution. Est-ce que ce débat-là est complètement aux antipodes de l'éclairage de Jean-Christian Combina sur la réalité de ce que le Gabon aujourd'hui en rapport avec notre réalité anthropologique, sociologique, historique? Oui, non, la réalité de notre pays sur le plan politique, c'est qu'on a l'habitude, ou on a nourri l'habitude d'entretenir des vrais faux débats. Je m'explique. Vous savez, à un moment donné, on a pendant très longtemps débattu sur le statut qu'il fallait consacrer au leader de l'opposition. Alors que les textes sont clairs, c'est la formation politique majoritaire à l'Assemblée dans le cadre des partis politiques qui a la priorité de se considérer comme étant leader dans l'opposition. Mais il fallait faire un statut pour quelqu'un au risque qu'il n'ait pas la majorité. Donc, c'est des débats de cette nature que l'on retrouve aujourd'hui en ce qui concerne la Constitution. C'est des peurs nourries par des personnes. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui,
la Constitution est... C'est vrai, il y a quelques éléments qui, sur le plan de l'éthique ou de la compréhension des uns des autres, peuvent prêter à interrogation. Mais l'essentiel aujourd'hui, pour notre pays, c'est quoi? C'est de se dire, comment on va aller aux prochaines élections présidentielles? Qui doit pouvoir s'y présenter? Il y a des restrictions. Dans toutes les constitutions du monde, il y a des restrictions. Donc on ne peut pas, il n'y a aucune constitution que vous trouverez où tout est open, c'est-à-dire tout est ouvert. Il y a des restrictions pour telle catégorie de personnes, il y a des restrictions pour tel type de fonction. Donc c'est des restrictions. On n'y peut rien, la loi est ainsi faite. Bon, ensuite, il y a le fait que des trois pouvoirs, qu'est-ce qui fait en sorte que la justice soit forte? Ce n'est pas le texte, c'est le rapport que les hommes ont avec le service d'État. C'est ça qui fait que, individuellement et collectivement, on se dise, je suis en responsabilité de telle fonction, j'aurai tel comportement citoyen. Ce n'est pas le texte. Un texte ne dit pas qu'un magistrat ne doit pas être rigoureux ou maintenant. Le texte dit, tu dois rendre la justice au nom du peuple gabonais. Et c'est à soi d'apprécier. C'est comme lorsque vous avez un chef d'État. Le texte ne dit pas que le président public, on dit le chef d'État au nom du peuple gabonais. Donc, c'est lui qui doit être conscient que j'ai la responsabilité de la nation et je veille à ce que les équilibres soient maintenus. Le texte peut être parfait, mais si à la tête du pays, vous avez des personnalités qui ne conçoivent pas la République ou qui ne vivent pas l'idéal de la République, on tombe dans les mêmes travers. Donc la question c'est, qu'est-ce que les hommes feront de la loi? Voilà ma préoccupation. Question très pertinente, Pascal Nkoulou. Qu'est-ce que les hommes feront de la loi? En arrière-plan, en filigrane, il y a évidemment ce débat sur la nécessité de véritablement rétablir un état de droit au Gabon. On en a parlé dans nos dernières émissions. Il faut évidemment que l'exemple vienne du haut. C'est-à-dire que même si on a dessiné cette nouvelle architecture institutionnelle, on a mis en place ce nouveau régime politique, mais que ceux qui sont en responsabilité au plus haut sommet de l'État comprennent la nécessité de faire en sorte que l'état de droit est peut-être le début de la véritable marche vers l'avant. Et ça m'intéresse parce que vous, Ghislain Guizeux et certains de vos amis, vous avez eu la bonne idée de créer un comité qui travaille à la restauration des mentalités des populations gabonaises, parce que finalement, toutes les constitutions qu'on a eues depuis 1960, elles n'ont pas toujours été mauvaises, ou elles n'ont pas été du tout mauvaises, mais Pascal Nkoulou a mis le doigt là, il faut le mettre, ce sont les individus, ce sont des personnes, ce sont donc les Gabonais en responsabilité, chacun dans son domaine de compétences, qui avaient un très mauvais rapport avec la loi. C'est pour ça que j'apprécie la chute de M. Nkoulou. J'apprécie la chute. Et c'est pour cela aussi que je m'évertue à dire qu'il faut créer une scission entre le président Brice Clotaire Oligui et la future constitution. Parce que lui, comme nous le constatons tous aujourd'hui, peut avoir toute la volonté du monde d'ériger le Gabon à un niveau très haut. Mais nous ne connaissons pas la personne qui arrivera après la personne du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous ne connaissons pas le rapport que ce dernier aura avec le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, certains font en impulsant, nous connaissons des gens aujourd'hui qui battent campagne pour dire oui, mais en disant clairement, si tu votes oui, tu satisfais le président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est carrément fausser la donne. Donc, voilà pourquoi il est question aujourd'hui de faire un toilettage, comme je l'ai dit au départ. Il faut une véritable séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Il faut donner un véritable pouvoir au Parlement. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la prochaine constitution où le président a possibilité de démettre, de dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement de façon générale. Mais alors, même si on nous dira le Parlement peut destituer le président, mais dans quelles conditions? En cas de haute trahison, mais nous savons le temps que la procédure de destitution du président de la République peut prendre. Alors que nous savons par derrière que le président qui, lui, a la possibilité très facilement de dissoudre le Parlement, peut déclencher la procédure et elle aboutit. Donc, il y a des zones d'ombre qui font en sorte que nous autres, qui parlons pour le pays, au lieu de parler pour plaire, on se dit, il ne faut pas tailler la Constitution à la mesure du président Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui. Parce qu'il partira, même si
il est candidat, il emporte 2 fois pour gouverner le pays pendant 10 ou 14 ans, on n'en sait rien, mais il finira par partir, la Constitution va rester. Nous devons rédiger cette Constitution en pensant à demain pour nos enfants. C'est l'erreur que beaucoup vont encore commettre aujourd'hui. L'opportunité qui nous est donnée ce jour n'arrivera certainement pas demain. Donc, planchons en pensant à notre progéniture. Sinon, nous allons nous retrouver dans une spirale qui fera en sorte que les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. Jean-Christian Combila, alors cette disposition contenue dans ce projet de constitution qui donne la latitude au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale est difficilement concevable en tenant compte de notre réalité. On a difficilement vu au Gabon dans un fonctionnement normal des institutions de la République, un président au pouvoir, certainement issu d'un parti politique, ne pas avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée est toujours en phase avec le président. Ça a été un peu compliqué dans les grandes démocraties, récemment en France notamment, parce qu'on connaît la configuration d'avant la dissolution de l'Assemblée nationale française, après les élections législatives qui avaient été organisées, où le président Emmanuel Macron avait une marge de manœuvre totalement réduite. Est-ce que vous pensez qu'on peut se retrouver dans ce genre de configuration au Gabon, où un président de la République à la tête d'un parti? Je ne sais pas si ce sera encore la même chose dans les prochains mois, mais qu'on ait une assemblée qui donne une majorité au chef de l'État et que le chef de l'État, dans l'exercice de son magistère, arrive à dissoudre cette assemblée. Dans le projet constitutionnel qui est proposé, c'est vrai qu'il est envisagé que le président de la République, conformément à ses pouvoirs, puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Mais en même temps, le projet constitutionnel dispose que l'Assemblée nationale peut destituer le président de la République, évidemment, en cas de haute trahison. Mais même dans le régime parlementaire, ou semi-parlementaire, ou semi-présidentiel, on le voit en France. La France qui nous sert d'exemple traverse un moment politique assez critique, et avec ce moment, toute la conjoncture politique qui est critique en France aujourd'hui, et la situation résulte de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron. La constitution de la Ve République, qui a été inspirée par le général de Gaulle, a quasiment été taillée à la mesure du général de Gaulle. Et ses adversaires politiques, le président Mitterrand qui s'opposait particulièrement, n'est-ce pas, à la constitution de la Ve République, lorsqu'il était dans l'opposition, il s'y opposait, mais lorsqu'il est venu au pouvoir, il s'y est accommodé, il est resté 14 ans à gouverner la France avec cette même constitution. Je pense très humblement que le problème de notre pays n'est pas tant la constitution. Notre pays a besoin de sortir, n'est-ce pas, de la situation de précarité galopante dans laquelle les populations ont été maintenues pendant longtemps. Et les acteurs politiques qui interviennent aujourd'hui contre le projet constitutionnel et même contre la transition ont été associés à la gestion de notre pays et ont souvent eu le monopole de l'initiative politique et même de la pensée politique. Mais leurs pensées peuvent évoluer. Bien sûr, mais ce que nous notons aujourd'hui, c'est qu'avec le dialogue national inclusif, d'autres Gabonais ont été associés et ont fait des propositions en se fondant sur l'histoire récente de notre pays. On parle de Gabonais de seconde zone, on parle d'exclusion des uns et des autres, mais dans toutes les constitutions du monde, il y a des conditionnalités à remplir pour accéder à la fonction présidentielle. Et aux États-Unis, en l'occurrence, si vous n'êtes pas né sur le sol américain, bien que vous soyez américain, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Et lorsque dans notre pays, on essaye de construire un projet constitutionnel tiré de l'histoire récente de notre pays, qui a été marqué par un bafouement total de la loi fondamentale. Jean-Christian Combila, vous allez revenir sur ce développement très intéressant d'ailleurs. Vous me tendez la perche pour introduire le second extrait de cette déclaration de la Coalition pour la Nouvelle République lue par Vincent Moulengué Bokosso ce 18 septembre 2024.
sur la catégorisation discriminatoire des Gabonais. La discrimination négative, dangereusement insérée au projet de la loi fondamentale, va établir une classification en Gabonais entier, en demi-Gabonais, en tiers Gabonais et en quart Gabonais. S'en suivront la désintégration du tissu social, du socle national, du vivre ensemble, de l'unité nationale et du sentiment d'appartenance à une même nation. Que dire? Dire que le candidat à l'élection présidentielle doit être gabonais, né de père et de mère gabonais, eux-mêmes de père et de mère gabonais, revient à profaner la mémoire des pères fondateurs de la nation qui ont consacré le statut de gabonais à tout Gabonais né de père ou de mère gabonais. Voilà, c'est donc le propos de Vincent Molengue Bokosso. Vous poursuivez votre argumentaire sur ce point. Il a caricaturé un peu quand il a parlé de Gabonais entier, début Gabonais, Gabonais tiers, quart Gabonais, au quart de Gabonais, je ne sais pas, mais bon, c'est une caricature. Monsieur Pambo, mais je vais vous dire très franchement ce que m'inspire cette séquence de la déclaration de la coalition pour la Nouvelle République. Elle m'inspire, mais très franchement, beaucoup de paix d'intérieur. La coalition pour la Nouvelle République a soutenu bec et ongle M. Jean Ping en 2016. Et j'ai une anecdote que je voudrais verser au débat et qui me rappelle ce déplacement de M. Jean Ping dans une province de notre pays. Et au cours d'un échange direct avec les populations, une maman s'était levée, s'était positionnée de façon péremptoire devant M. Jean Ping en lui disant que oui, vous nous demandez de vous voter, nous sommes disposés à le faire, mais M. Ping, est-ce que si vous êtes élu, vous allez faire en sorte que notre pays soit envahi par les Chinois? C'est une question qui avait le mérite de révéler, n'est-ce pas, le sentiment de méfiance, n'est-ce pas, qui s'est emparé des populations gabonaises lorsque on a eu le sentiment qu'une sorte de stratégie du grand remplacement était mise en place à l'échelle nationale. Donc, lorsqu'on est un acteur politique de premier plan, on doit se référer à l'histoire récente. Il n'y a pas de compétition au monde qui se joue sans règles de jeu. Et le terrain de jeu doit être délimité. Les constituants gabonais, après avoir exploré les propositions de nos compatriotes qui sont venus de l'arrière-pays et qui ont vu dans le dialogue national inclusif organisé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions un moment propice pour se réapproprier la souveraineté nationale. Et les débats ont été âpres, n'est-ce pas, au sein des différentes commissions, et cette volonté, n'est-ce pas, de la nation gabonaise de se réapproprier tous les pans de sa souveraineté est exprimée, n'est-ce pas, dans le projet constitutionnel qui a été proposé par le Comité national constitutionnel et qui est en examen à l'Assemblée constituante. Pascal Nkoulou, alors cette question soulevée sous ce prisme par la coalition pour la Nouvelle République qui a tenté de caricaturer ces dispositions de la loi fondamentale actuellement en examen à l'Assemblée constituante en rapport avec ce qu'ils ont qualifié de catégorisation de la population gabonaise. On rappelle évidemment que la CNR a pendant plusieurs années pointé un doigt accusateur sur l'exécutif sous l'ancien régime en donnant sens qu'ils appelaient la légion étrangère, mettant le marqueur sur la gouvernance de la République par des personnalités qui venaient des pays étrangers qu'aujourd'hui ils ne comprennent pas le fait que l'on mette des garde-fous autour justement de la fonction suprême, de la fonction présidentielle. Tu vois, c'est là toute la question et je suis personnellement en tant qu'acteur politique souvent réputé quand je vois que l'on avance en se murant. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons pendant les 10 dernières années,
poser la question de la responsabilité aux hautes fonctions par rapport à un certain nombre de citoyens qui, de fraîche date, ne pouvaient peut-être pas, dans leur fond intérieur, les besoins de se sacrifier à l'œuvre de notre pays, ce qui est compréhensible quand on est humain. Mais là, il s'agit de définir les conditions qui fixent l'accès à certaines responsabilités. Et je crois que tous les Gabonais souhaitaient qu'il en soit ainsi. Il faut, à l'usure du temps, se rendre compte et apprécier si intérieurement, sur le plan de nos mentalités, de nos habitudes, de nos pratiques, nous avons évolué pour que ce type de verrou puisse être levé. C'est un fait. L'autre fait aujourd'hui, c'est que chaque fois que j'écoute les politiques parler, j'ai l'impression qu'ils se substituent aux citoyens gabonais. C'est aux Gabonais de vivre les conséquences de leur inconséquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette constitution, M. Nguizenga l'a dit, n'est pas le projet de société qui va être soumis aux Gabonais. Ce qui nourrira le Gabonais, ce qui conduira au développement du Gabon, c'est l'offre politique qui va être présentée d'ici quelques mois. Parce que dans quelques mois, nous entrons en année électorale. Cette offre politique est l'essence, donc la matrice de ce qui se fera au niveau de notre pays. C'est autour de cela que les Gabonais prêteront leur attention. La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui équilibrent les fonctionnements. Ces fonctionnements resteront en équilibre aussi longtemps que ceux qui administrent l'État au sommet seront animés de cette conscience citoyenne. On peut à tout moment voir arriver à la tête d'un pays un despote qui va marcher sur les textes. Ça a été souvent le cas du Gabon. Pendant très longtemps, tout le monde a dit on a des bons textes, mais ils ne sont pas respectés. Mais qui le faisait? C'est les mêmes personnes. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui crient à lui à dire pour dire il faut ci, il faut ça, mais tous ont été à l'exercice. Tous sont comptables de cette culture de l'effacement de la responsabilité citoyenne au profit des faux politiques. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui au Gabon n'est pas tant le problème des textes, c'est le problème de la peur que les politiques ont de voir un environnement politique de clarté, de transparence, où c'est le citoyen qui décide en connaissance de cause. Personne ne va vers le citoyen. Ils parlent pour eux, jugent pour eux, admettent pour eux et expriment leurs propres craintes. Le problème du Gabon, ce n'est pas le problème des citoyens, ce n'est pas le problème du texte, c'est le problème de la nature de nos hommes politiques qui, la plupart du temps, sont à se constituer une responsabilité que personne ne leur confère. Et quand ils parlent, au lieu de parler en tant que citoyen, ils parlent souvent donnant l'impression que c'est au nom du peuple. Non, la CNR parle pour elle-même, elle ne parle pas pour les Gabonais. Ghislain Guize, est-ce que ce que la CNR considère comme étant des dispositions coercitives prises pour empêcher certains Gabonais de prétendre à la fonction suprême tombe de sens ou c'est logique? Déjà, je ne voudrais pas que l'on fasse un procès à l'endroit de la CNR. Ben, il n'y a pas que la CNR qui le dit d'ailleurs. Hein. Il y a Voilà, d'autres voilà. Donc, je ne voudrais vraiment Ouais. pas que l'on fasse un procès parce qu'ils ont le droit de s'exprimer. Ce sont des citoyens qui peuvent verser au débat public actuel leurs revendications, leurs craintes. Mais en Mais ce qui vous, concerne, personnellement, en ce qui concerne, maintenant j'en arrive là, ouais. en ce qui concerne les critères énumérés pour le choix, pour se porter candidat, les critères les d'éligibilité. critères d'éligibilité pour se porter candidat à la magistrature suprême, s'il n'y avait que ce point par rapport à la façon dont il est énuméré dans la nouvelle constitution aujourd'hui, le oui l'emporterait majoritairement dans notre pays. Parce que ça fait plus de 56 ans que nous avons une fonction présidentielle volatile. Une fonction à laquelle n'importe qui pouvait prétendre. Nous avons suivi M. Luc Bongonossi, qui a un certain âge, qui est arrivé devant Mme Marie-Madeleine Mborantou avec un certain nombre d'éléments qui démontraient, par exemple, que M. Ali Bongo n'était pas né au Gabon, qu'il n'était même pas gabonais. Bon, il y a eu un débat tout autour. Mais M. Bongonossi, de son âge, arrive, il exprime une telle situation. On ne le prend pas au sérieux, tout simplement parce que les avantages des uns et des autres étaient menacés. Il est question aujourd'hui que l'on verrouille véritablement la première fonction gabonaise. Le premier citoyen gabonais doit être véritablement verrouillé. Tout le monde ne peut pas prétendre être président. Il y a des critères en tout et pour tout. Si l'on veut être président, il faut se rassurer. Même quand nous allons solliciter des postes dans des entreprises, dans des administrations,
il y a des critères. Pourquoi est-ce que nous voulons verser au débat ce qui nous arrange pour être président de la République? Et pourquoi est-ce que nous allons nous mettre en défenseur des binationaux ou des naturalisés? Non. Aujourd'hui, si on demandait mon avis sur cette question, je demanderais même que l'on intègre l'élément souche pour prétendre être candidat à la présidentielle gabonaise. Parce que le Gabon nous a tant échappé depuis plus de 56 ans. Il est question aujourd'hui que le véritable Gabonais, si la question de la première dame se pose, c'est parce que nous avons vu le chaos qui a été orchestré par Mme Sylvia Bongo aujourd'hui. Il faut parler des choses telles qu'elles sont. C'est ce qui a fait en sorte que l'on amène ce souci. Donc, à mon avis, ce n'est pas un sujet qui doit faire couler beaucoup d'encre. La fonction est sécurisée. Les critères ont été clairement définis. Ces critères plaisent à tous les Gabonais. Il ne faut pas spéculer dessus. Sinon, on aura encore une fonction présidentielle où n'importe qui arrivera et fera du Gabon ce qu'il veut. D'ailleurs même, il y a une ouverture qui mérite même d'être encore plus scellée. Parce que si nous regardons la chose de plus en profondeur, un Gabonais d'origine étrangère pourra être un jour président de la République gabonaise. Puisqu'on parle de génération en génération. Donc au bout de la 3e ou de la 4e génération, mais un monsieur X qui n'est pas d'origine gabonaise pourrait être président. Il faut véritablement sceller cette question. C'est une question très importante, très sensible également. La configuration de la population gabonaise a considérablement muté, évolué depuis 1960. Aujourd'hui, il y a ce qu'on considère comme étant des Gabonais d'adoption. Le président Lehomba lui-même avait été... il est le père fondateur, évidemment, de la République gabonaise. Il avait été au premier plan pour emmener les populations gabonaises à comprendre la nécessité de pouvoir accueillir sur le sol gabonais ces communautés amies. Omar Bongo Ndimé n'avait pas fait le contraire, lui qui disait que lorsqu'un étranger nous apporte sa force de travail, en portant lui en retour notre amitié. Jean-Christian Combila, cette question... est-ce que vous pensez que cette question pourrait créer une situation, peut-être pas de crise, mais que l'on mette sur le bord de la route des compatriotes? Il y a effectivement chez certains acteurs politiques une volonté manifeste de dramatiser les enjeux autour du projet constitutionnel, de dramatiser les enjeux autour du prochain référendum. Notre pays est à la reconquête, n'est-ce pas, de sa souveraineté pleine. Notre pays est à la reconquête de sa stabilité. Et il y a aujourd'hui, ainsi que nous l'avons vu à partir du dialogue national inclusif, une unanimité de voir la gouvernance politique de notre pays, n'est-ce pas, tirer son fondement à partir de nos réalités ancestrales, anthropologiques, historiques et culturelles. Vous observerez que dans nos villages, dans nos contrées respectives, il est assez difficile de voir qu'un non-autochtone puisse venir, n'est-ce pas, obtenir l'assentiment des populations locales pour avoir, n'est-ce pas, le leadership politique à l'échelle locale ou pour avoir, n'est-ce pas, la chefferie, n'est-ce pas, parmi les populations locales ou autochtones. Et je pense que c'est parce que à l'échelle locale, il y avait cette rigueur dans le choix des acteurs qui allaient diriger, n'est-ce pas, nos différentes localités sur le mode consensuel et adhésif, avec le sommet de l'État et avec l'exécutif. Notre pays a connu une longue crise politique qui a été marquée par un fort désenchantement des populations, mais par aussi la corruption, par le clientélisme et surtout par la rupture entre les élites politiques, n'est-ce pas, et le terroir. Ça a entraîné deux catégories de Gabon, entre guillemets. Un Gabon où on peut manger assez correctement
ici à Libreville, et puis l'autre Gabon dans l'arrière-pays, qui est soumis et confronté aux précarités les plus ambiantes. Donc, il faut recoller la nation, et les 14 dernières années ont laissé un héritage politique et social assez critique, n'est-ce pas, à cause de cette rupture entre les élites politiques et les populations locales. Vous avez vu toute l'adhésion festive qu'il y a eu autour du comité pour la transition et la restauration des institutions le 30 août. C'est simplement parce que pour une fois, les populations ont eu la conviction qu'elles se reconnaissaient à la fois dans l'acte de bravoure des forces de sécurité et de défense, mais aussi dans le leadership qui a été incarné par le général Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères d'armes. Merci beaucoup Jean-Christian Kombila. C'était également votre conclusion. Pascal Nkoulou, quel peut être votre mot de fin par rapport à ce débat? Oui, sur les 3 éléments soulevés par la coalition pour la Nouvelle République, par rapport aux binationaux, le problème ne se pose pas, si c'est des Gabonais. La question par contre qu'il faut se poser, c'est quelle politique de l'immigration nous pratiquons? Parce qu'il y a des confusions. L'étranger n'est pas celui qui est de père ou de mère ou qui a acquis la nationalité. L'étranger, c'est celui qui a un titre de résidence accordé par l'État gabonais. Voilà le rapport qui pose problème. Et je dois dire que ce rapport ne pose problème que parce que ceux qui étaient en charge de la gestion de l'État se sont montrés laxistes. On n'a pas eu une politique claire en ce qui concerne l'immigration. Les immigrants sont d'ordre économique il y a quelques années. Aujourd'hui, on a une immigration de peuplement. Ces gens viennent pour vivre, s'installer au Gabon. Donc, il faut repenser quel est le type de rapport qu'on veut installer avec eux. Moi, je pense que toutes ces politiques, qu'elles soient fixées par la Constitution ou pas, c'est d'abord et avant tout du ressort des responsables à la tête de notre pays. Chacun conduira les Gabonais en fonction du mandat que les Gabonais lui donneront. On ne conduit pas une nation en fonction des textes qui ne sont pas de nature indéterminée. Il faut leur donner une valeur morale sur l'instant, mais également il faut pouvoir les inscrire sur le long terme. Or, comme toute constitution, rien n'est fondé dans le marbre. Il faut donc aller aujourd'hui à l'essentiel, que ceux qui ont l'ambition d'être candidats à l'élection présidentielle commencent à présenter leur faux politique aux Gabonais pour qu'ils ne disent pas que oui, si jamais Oligui était candidat, qu'il use les moyens de l'État, qu'il fait sinon, qu'ils commencent, qu'ils présentent leur approche de la société qu'ils vont faire aux Gabonais, peut-être des modifications qu'ils souhaiteraient apporter dans le cadre de la Constitution, et les Gabonais auront à ce moment-là la possibilité de faire un choix, et les Gabonais auront aussi à voir si, pendant la campagne, et peut-être, comme Guy Zenglo dit, c'est des supporters, ils souhaitent qu'Oligui soit prudent. Si pendant l'exercice d'un mandat légal, Oligui opère des déviances, il reste que le peuple est souverain. De la même façon qu'il aura pris le pouvoir en 2023, le peuple lui opposera la même résistance pendant un mandat légal. Donc pour moi, le problème ne se pose pas. Est-ce que supporter quelqu'un, c'est un problème maintenant en République gabonaise? Pourquoi vous faites allusion à Guy Zeng comme étant supporter d'Oligui? Non, mais parce que... Vous aviez supporté Ali Bongo pendant 14 ans, non? Non, je suis toujours un peu surpris d'entendre des gens dire le président Oligui doit rester. Il faut qu'il le dise lui-même. Tant qu'il ne sait pas on est libre, non, dans cette république ou pas? Vous voulez aussi régenter les gens à ce niveau-là, les populations, on peut s'exprimer? C'est ce que je dis. C'est que par mesure de prudence, il est bon qu'Oligui lui-même... Mais quelle prudence? Quand vous aviez défendu Ali pendant 14 ans, il y avait un problème. Pourquoi laisser les gens s'exprimer? Chacun est libre de dire... Je l'ai exhorté à ce que, une fois Oligui élu président sous le format classique, on aura à ce moment-là la capacité d'apprécier son engagement citoyen. Parce que dans une période d'exception, en ce moment, Oligui est Dieu. Ça veut dire que l'État et la nation ne tiennent que de la volonté de sa charte. Donc, sa charte n'est pas une... Vous ramenez le débat à la personne de Brice Clotaire. Peut-être que je voterai pour lui, mais je dis, pour l'instant, j'attends qu'il se présente et qu'il nous fasse une offre politique. Ce n'est pas l'objet de l'émission de ce soir. Votre conclusion, Ghislain Guézé? Oui, M. Pambo. En gros, il est question pour nous de demander au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui, d'avoir un œil très regardant dans tout ce qui est fait aujourd'hui concernant la Constitution. Il lui revient de marquer une empreinte indélébile après son passage à la tête du Gabon. Monsieur Nkoulou qui me titille parlant du soutien, effectivement, parce que si le général Brice Clotaire Oligui est candidat demain, ben, Nkoulou sera dans notre équipe de campagne, parce qu'on va soutenir le président Brice Clotaire Oligui par rapport à ce qu'il est en train de faire dans notre pays.
Mais nous l'exhortons à écouter, à continuer d'écouter le peuple comme il a commencé depuis le début. Beaucoup de voix s'élèvent sur la proposition de la Constitution. Véritablement, il n'en a pas besoin pour continuer à faire en sorte que ce Gabon puisse aller de l'avant. Merci Ghislain Guise, merci pour votre conclusion. Merci également à vous, Jean-Christian Kombila et Pascal Nkoulou, d'être passés sur le plateau de l'émission Ligne de Mire pour faire un éclairage sur ce sujet qui fait l'actualité dans notre pays en rapport avec l'examen du projet de constitution à l'Assemblée constituante. Merci de nous avoir regardés et surtout, bonne suite des programmes sur Télé Africain.